Okay, so we're all ready. Donc nous sommes prêts. Bienvenue à cette première session du dernier après-midi de ces journées qui sont un succès phénoménal, tout le monde le dit, mais c'est important, qui sont une opportunité de nous rencontrer depuis longtemps et dès ce soir, de chacun rentrer chez soi et se protéger pendant au moins un mois, comme vous le savez. Donc pour animer cette session, nous sommes deux. Mon jeune collègue, le professeur Benjamin Rolland, qui vient d'être nommé PUPH, professeur des universités, et qui est donc le porteur de la dictologie universitaire à Lyon, où il n'a pas attendu d'ailleurs pour réorganiser les choses, on peut le dire. Et donc moi-même, qui m'appelle Marc Auriacombe et qui suis professeur à Bordeaux. Et nous accueillons Michael Frost. Michael Frost est à la fois un clinicien et un chercheur. Il a été formé à l'université de Drexel. Il est interniste au départ et formé en addictologie. Il a fait il a une grosse activité de clinique, de soins, et il a monté comme on peut faire aux États-Unis, un cabinet, ce qu'on appellerait un cabinet médical de groupe. Et il est aussi très impliqué dans la recherche clinique et les essais thérapeutiques. Et un de ses intérêts principaux, c'est les dispositifs médicaux qui permettent d'avoir des médicaments qui agissent sur le très long terme, plusieurs semaines, plusieurs mois, et notamment avec la buprenorphine. Et donc, il va nous faire une vue générale sur son expérience et les différentes recherches auxquelles il a participé. Michael, the floor is yours. Great, thank you very much. It's certainly Merci beaucoup. wonderful to be able to participate. Je suis très heureux de pouvoir participer. Comme je l'avais dit dans l'introduction, je m'attendais à pouvoir être là en personne, mais la situation mondiale a rendu cela impossible à l'heure qu'il est. En fait, je suis né et j'ai grandi au Canada. Cela étant dit, vivre aux États-Unis, c'est pas très bon pour maintenir la qualité de son français, et c'est la raison pour laquelle je m'exprime en anglais aujourd'hui. Vous allez quitter la conférence et passer à un nouveau confinement. Dans le cadre de cette pandémie, nous envisageons des choses similaires chez nous. Nos cas sont encore pires. Et je pense que cela va nous donner du temps pour réfléchir à la manière dont nous utilisons la buprenorphine pour traiter les troubles liés à l'utilisation des opioïdes. Nous cherchons des solutions que nous pouvons adapter à la situation de la pandémie Covid-19. Au départ, c'était censé être une vue d'ensemble des possibilités de traitement par la buprenorphine à longue durée d'action, mais je vais y incorporer des éléments liés à la pandémie et comment nous appliquons certaines de ces choses à la situation à l'heure actuelle, dans cette situation particulièrement difficile. Comme nous le savons, nous sommes dans une dépendance aux opioïdes depuis un certain nombre d'années. Et c'est une maladie chronique et à rechute. Et c'est un gros problème de santé publique depuis plusieurs années. Avant la pandémie, 34 millions de personnes à travers le monde étaient estimées comme utilisant les opioïdes pour des fins non médicales. Ce sont des données de 2016. On sait que les chiffres ont bien augmenté depuis lors. Dans l'Union européenne, la moitié de ces personnes qui ont été diagnostiquées reçoivent un traitement pour leurs troubles de l'usage des opioïdes.
1,3 million. On a aux États-Unis à peu près 2,5 millions de personnes qui ont été diagnostiquées pour ce trouble de l'usage des opioïdes et la moitié, à peu près 1,2 million de ces personnes reçoivent un traitement. Donc il y a un gros manque de traitement et c'est quelque chose que nous essayons d'améliorer. 22 personnes décèdent en Union européenne. Aux États-Unis, c'est à peu près 110 personnes qui meurent par jour de ces troubles. C'est une épidémie mondiale. Alors, on a maintenant la pandémie COVID-19 qui s'est surajoutée à cela. Et de manière anecdotique, aux États-Unis, on commence à voir que la pandémie COVID-19 a un impact négatif indirect sur les personnes qui ont une dépendance aux opioïdes. On commence à voir des augmentations dans certaines régions, une augmentation d'overdoses fatales. On commence à avoir des augmentations des rechutes du fait de l'isolation sociale, de l'isolement social, des difficultés à obtenir des traitements et des médicaments à la suite des quarantaines et des restrictions sociales, et il y a une aggravation de l'anxiété et de la dépression et du stress financier. Tout cela se rejoint et a un impact sur ces individus et ça aggrave une situation qui était déjà mauvaise. Comme nous le savons, les troubles d'usage des opioïdes sont une maladie du cerveau complexe, chronique et fatale si elle n'est pas traitée. Les troubles liés aux opioïdes pour moi, en tant qu'interniste, c'est important de voir ce trouble comme une maladie chronique, comme toutes les autres maladies que nous traitons par la médecine, le diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Ça a une influence sur tous les aspects de la vie des personnes, la santé, leurs emplois, leur logement, leurs relations, leurs finances. Il s'agit d'une maladie biopsychosociale. Et le traitement fonctionne mieux, a plus de succès lorsque l'on considère cette maladie de cette manière, comme touchant tous les aspects de la vie. Il est parfois très difficile pour des individus de considérer cette dépendance aux opioïdes autrement que est-ce que vous consommez des drogues ou est-ce que vous ne l'utilisez pas? Est-ce que vos tests d'urine sont positifs ou négatifs pour les opioïdes? C'est très facile de mettre tout dans une catégorie noir ou blanc. Mais la maladie est beaucoup plus complexe que cela et il y a des effets qui se propagent, qui ont des conséquences au-delà de simplement l'usage ou le non-usage de drogue. Et les objectifs de traitement ou pas d'un patient peuvent changer, être différents et les raisons de demander un traitement peuvent être différentes. Généralement, les gens souhaitent un traitement parce qu'elles souhaitent améliorer leur santé, souhaitent mettre fin à leur dépendance physique aux opioïdes, mais la plupart de ces personnes ont comme objectif sous-jacent de pouvoir mieux s'occuper de leur famille, pouvoir travailler ou aller à l'école, être plus productif, toute une série d'autres raisons. Parfois, c'est lié au système juridique pour la légalité, parfois il y a d'autres raisons. Il est important d'être conscient qu'il y a beaucoup de craintes de la part des individus vis-à-vis des traitements. L'idée que je peux utiliser les opioïdes, le diable que je connais, et que si j'arrête de les utiliser, il est possible que ma vie soit encore pire. Peut-être qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'idée de ce que pourrait être la vie
avec une guérison active. Parfois, les gens n'ont aucun de ces objectifs comme point de référence, ce qui fait que les personnes répugnent à commencer un traitement ou hésitent. Quel que soit le traitement que nous utilisons, on sait que les traitements qui réussissent, qu'ils soient pharmacologiques ou psychosociaux, doivent être focalisés sur une amélioration de la santé, du fonctionnement social et la qualité de la vie sur une échelle plus vaste et les résultats sur ces plans-là. Mais on veut également s'assurer que l'on réduit ou que l'on met fin à l'utilisation illicite des opioïdes, qu'on réduit les dommages qui peuvent s'en suivre, les overdoses, la transmission de maladies infectieuses et d'autres paramètres de santé, également réduire la criminalité. Et il faut que débuter un traitement soit efficace et conduise à une amélioration financière. Cela peut réduire la violence, le traumatisme, protéger les nouveau-nés lorsque les mères ont un trouble lié à l'usage des opioïdes. Il y a toutes sortes de choses qu'il faut prendre en compte. Tous ces résultats possibles doivent être pris en compte pour que le traitement soit précieux. Comme je l'ai mentionné, il est très facile de juger le succès d'un traitement en termes de noir ou blanc. C'est soit ceci, soit cela, ça réussit ou ça réussit pas. Il s'agit d'une pathologie chronique. Et en regardant toutes les données, on est conscient que pour un grand nombre de personnes, un traitement sur toute la vie, toute la durée de la vie est nécessaire pour avoir une guérison réussie. Lorsqu'on regarde la maladie en phase aiguë, qu'il s'agisse d'une pneumonie ou d'une pharyngite, on regarde une amélioration en termes de jours, mais une amélioration clinique par rapport à quelque chose de chronique, tel que cette dépendance aux opioïdes, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sur des mois ou des années, donc un processus à beaucoup plus long terme. Et avec cela, le succès du traitement peut être relatif en fonction de la sévérité de la maladie. Très souvent, si on utilise la dépendance aux opiacés comme diagnostic, on a tendance à mettre tout le monde dans la même boîte. Mais est-ce qu'ils ont une dépendance aux opioïdes? Est-ce qu'ils ont réussi au traitement ou pas? Lorsqu'on utilise les critères de la DSM-5, c'est plus nuancé. Il y a léger, modéré ou fort. Et en fonction de là où se trouve la personne dans la sévérité de la maladie, ce qu'on peut considérer comme un traitement réussi peut varier d'un individu à l'autre. Très souvent, il est très difficile de faire le tri lorsqu'on fait les essais cliniques. Mais en clinique, il est également important d'être conscient que quelqu'un qui a une pathologie très sévère peut présenter une amélioration considérable dans une guérison à long terme, une récupération, une recovery à long terme, mais peut ne pas être considéré comme, entre guillemets, guéri ou mieux. Et donc, la toxicologie, c'est un moyen de mesure important, mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut prendre en compte. Une personne qui a utilisé l'héroïne tous les jours et qui maintenant utilise de l'héroïne une fois toutes les 6 semaines ou une fois par mois, on pourrait avancer que cette personne a une amélioration considérable et a une réponse favorable au traitement. Mais parfois, lorsqu'on regarde les résultats des études, et c'est le cas lorsqu'on regarde les données que je vais vous montrer,
dans certains des essais cliniques, certaines des mesures ou des résultats qu'on mesure dans les essais cliniques sont un petit peu plus irréalistes ou sévères ou arbitraires que ce que nous accepterions en pratique clinique. Donc, il est important de prendre conscience que nous voyons le patient comme un individu entier et nous ajustons nos attentes de résultats du traitement en fonction de chacun de ces individus. Et donc, il faut voir comment est-ce qu'on considère qu'un traitement est efficace. Présence ou absence de l'utilisation d'opioïdes illicites, c'est important, mais il faut, encore une fois, mettre cela dans son contexte, d'où part cette personne et où se trouve-t-elle maintenant à l'heure qu'il est. Et sur le traitement de toute une vie, il est possible qu'il y ait des exacerbations, des périodes de rémission. Cela ne veut pas dire que ces personnes s'aggravent. Il y a un flux et un reflux, il y a des variations naturelles de la maladie. Et en plus, on est dans la toxicologie et on utilise cela comme un moyen de mesure objectif, mais il faut le prendre dans son contexte. Et ça, à toi tout seul, ce n'est pas le seul déterminant de si une personne réussit favorablement au traitement ou pas. Il y a d'autres considérations qu'on prend en compte. L'adhérence au traitement. On se rend compte que lorsque les patients prennent des médicaments à prise quotidienne, eh bien, le médicament ne fonctionnera que s'il est pris tous les jours. Et ce sont certains des défis que l'on rencontre avec la buprenorphine sublinguale à prise quotidienne. Et l'adhésion au traitement est d'une importance vitale. C'est comme les débuts du traitement contre le VIH. Lorsque l'AZT est sorti, ne serait-ce que oublier 2 doses par mois réduisait de manière considérable l'efficacité de tout le traitement. Et on voit des choses similaires, des phénomènes similaires avec le traitement à la buprenorphine. Les jours où la buprenorphine n'est pas prise, ce sont des jours où l'on a un risque de rechute et d'overdose fatale. Donc, l'adhérence au traitement est quelque chose d'essentiel et on essaie de trouver des moyens de l'améliorer. Lorsqu'on parle de traitement efficace, facteurs psychosociaux stables, on souhaite voir des améliorations dans les éléments légaux, juridiques, interpersonnels ou professionnels du bien-être d'une personne. On souhaite voir la capacité d'avoir des relations thérapeutiques dans tous les aspects des soins de santé, pas seulement avec la dictologue, mais avec un généraliste, un médecin de soins primaires ou spécialiste de leurs autres besoins médicaux, afin que de manière holistique, ces personnes améliorent leur santé dans son ensemble. Et il s'agit bien entendu aussi de traiter les comorbidités. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, comme j'y ai fait allusion, le traitement pour la dépendance aux opioïdes avec des médicaments à prendre de manière quotidienne ou la buprenorphine a pu sauver des vies de nombreux individus au cours des 40 à 50 dernières années avec la méthadone, depuis les années 90 avec la buprenorphine. Et si on prend la buprenorphine en particulier, on reconnaît que aussi bénéfique qu'elle a pu l'être en tant que composé, notre système d'administration, la manière dont on l'administre et on la délivre aux patients,
a comporté un certain nombre de défis, de problèmes. Comme je l'ai déjà dit, l'adhésion au traitement ou une adhésion réduite au traitement pose problème. Et il est reconnu que 40 à 50% des patients qui commencent un traitement de buprenorphine arrêtent leur traitement dans les 6 premiers mois. On voit dans les essais cliniques que quelle que soit la chose qu'on utilise, les 3 premiers mois de traitement sont sans doute la période la plus critique et c'est là que l'on voit la plus forte proportion d'abandon. C'est sans doute pas lié au médicament lui-même, mais aux autres facteurs psychosociaux à prendre en compte. Mais il est facile d'oublier le médicament, on peut facilement éviter de le prendre et tout cela augmente le risque d'avoir une rechute et une overdose. On voit aux États-Unis qu'au bout de 6 mois, un pourcentage élevé de personnes qui ont commencé un traitement de buprenorphine ne seront plus sous traitement. Et donc, nous recherchons des moyens d'avoir un impact sur cela. Si on peut éviter les effets indésirables des médicaments, si l'on peut s'assurer qu'il y aura adhésion au traitement, l'espoir est qu'au fil du temps, on verra une stabilisation chez ces patients et qu'ils resteront sous traitement. On va voir ça dans un instant. Alors, devoir prendre une prise quotidienne, en soi, c'est un style de vie. Il y a beaucoup de stigmatisation autour de l'utilisation de médicaments. La nécessité de se réveiller, de prendre quelque chose dès le lever le matin, la nécessité d'aller à la pharmacie ou dans un centre pour une prise quotidienne, c'est un rappel constant de la maladie et de l'addiction. Un grand nombre de patients ont le sentiment qu'ils sont addicts aux médicaments comme ils étaient addicts aux opioïdes et ils voudraient s'éloigner de cet état d'esprit, de cette habituation qui vient de la nécessité qu'il y a à prendre le médicament quotidiennement. Et il y a toujours le risque d'exposition pédiatrique d'enfants accidentels ou ingestion par d'autres personnes. Il y a les détournements de médicaments, le vol ou la vente de médicaments, le mésusage ou l'abus. Ce sont des choses qui nous préoccupent beaucoup aux États-Unis. C'est disruptif et c'est illégal dans de nombreux cas et cela a un impact sur l'intégrité du processus de traitement lui-même et de l'attitude du public vis-à-vis du traitement est bien plus négative parce qu'ils lisent des histoires de mésusage, ils entendent parler de détournement. Toutes ces choses ont un impact négatif sur la capacité à traiter les patients. Il y a également des coûts élevés, directs et indirects, impliqués dans le traitement de ces troubles liés aux opioïdes. Le processus lui-même, le régime de traitement, le protocole, qu'il s'agisse d'un traitement vérifié où la personne doit aller à la pharmacie ou dans un centre ou aux États-Unis où on remet une ordonnance hebdomadaire ou mensuelle. Il y a encore énormément de réglementations, de règles, d'inconvénients pour un patient qui limite la capacité d'une personne à se rendre à son travail, à faire garder ses enfants. Cela les empêche peut-être d'accepter certains emplois parce qu'ils doivent se rendre à leur rendez-vous. Tout cela a un impact qui détermine la motivation de la personne et la réussite du traitement dans son ensemble. Donc, si l'on
prend ces contraintes, ces défis, on voit également des possibilités où l'on peut utiliser ces nouveaux composés, ces nouvelles formulations pour avoir un impact, faire face à un certain nombre de ces défis et améliorer la réussite du traitement. Ce que j'ai noté ici, c'est que et je me rends bien compte que toutes ces options ne sont pas disponibles pour tout le monde dans tous les pays. Mais vous avez là le paysage général de traitement. Et si on met cela en perspective, vous constatez que nous avons commencé à développer un certain nombre d'outils, de possibilités à longue durée d'action pour aider les patients et, nous l'espérons, améliorer les chances de succès du traitement. Si l'on commence à gauche de cette flèche, nous avons la buprenorphine, une dose unique sublinguale. C'est l'intervalle le plus court, il y a énormément de flexibilité. Ça doit être donné tous les jours, mais vous avez la possibilité d'ajuster la dose en fonction des besoins de la personne. Il y a des pour et des contre, les avantages et les inconvénients qu'on vient de mentionner. En dehors de cela, vous avez la naltrexone une fois par jour. C'est un médicament administré par voie orale, disponible dans la plupart des pays. C'est utilisé beaucoup moins souvent, mais ça a son utilité chez un certain nombre d'individus qui ont, par exemple, une plus longue période d'abstinence et qui souhaitent renforcer la prolongation de leur guérison et leur recovery. Et j'essaie d'éviter les noms de marques dans toute la mesure du possible, mais en Europe, le CAM 2038, Buvedal, c'est un produit bien plus récent. Il s'agit de buprenorphine injectable une fois par semaine. Et c'est quelque chose qui permet un dosage qui peut être flexible ou ajusté et administré une fois par semaine. Et c'est une bonne chose pour le démarrage d'un traitement. Aux États-Unis, typiquement, nous voyons les patients qui commencent leur traitement. Au début du traitement, on les voit une fois par semaine. Donc, ça colle très bien avec ce protocole pour nous. On a parlé de vouloir s'assurer tôt dans le traitement qu'il y ait bien adhésion au traitement. Eh bien, donner une dose une fois par semaine, cela donne l'adhérence au traitement et c'est donné suffisamment fréquemment pour avoir des motifs de faire revenir la personne à la clinique ou au centre et les suivre de relativement près. Donc, en plus du CAM 2038 une fois par semaine, il y a la posologie une fois par mois. C'est flexible également, c'est de l'injectable une fois par mois et cela peut être utilisé indépendamment de la dose hebdomadaire ou les individus peuvent commencer avec la dose hebdomadaire et ensuite être passés à la dose mensuelle. Ensuite de cela, il y a une autre formulation mensuelle qui n'est pas disponible en Europe, que je sache, mais qui est disponible au Canada et aux États-Unis et qui est largement utilisée. Il s'agit du Sublocade, il s'agit d'une injection du buprenorphine une fois par mois. Elle est
Donc, en dose fixe, c'est presque un booster ou un bolus au cours des premiers mois. Et ensuite, il s'agit d'une dose standard, une fois par mois, par la suite, pour des personnes qui ont déjà été stabilisées avec une forme sublinguale et qui peuvent être stabilisées. Il y a une autre forme fixe, une fois par mois, injectable. C'est l'analtrexone injectable, Vivitrol, qui n'est pas disponible dans tous les pays, mais c'est la contrepartie de l'analtrexone du comprimé à prise une fois par jour. Et l'intervalle d'administration le plus long qu'on a, c'est la buprenorphine implantable qui s'appelle en France Sixmo, avec un nom différent au Canada. Il s'agit d'une dose unique, mais dont la durée d'action est de 6 mois. Donc, c'est une dose fixe qui est délivrée pendant 6 mois. C'est utilisé pour les personnes qui ont des doses plus faibles, l'équivalent de 8 mg en sublingual ou moins. Mais c'est ce qui donne l'administration la plus prolongée, à la plus longue durée d'action. Donc, on peut passer d'un dosage très prise très fréquente ou très espacée. Et c'est mieux accepté ou moins bien par certains. On va passer ça en revue. Mais donc, voilà le paysage du traitement des troubles de l'usage des opiacés. Et nous regardons la CAM 2038. L'idée de ces buprenorphines à longue durée d'action, c'est qu'il est important de se rappeler ici que l'on ne regarde pas, on n'essaye pas de réinventer la roue. On essaye de prendre la buprenorphine que l'on connaît très bien déjà, en laquelle on a conscience, dont on croit en l'efficacité, on sait que ça marche, mais on essaye de prendre cette buprenorphine et de changer la façon dont on l'administre afin de tirer parti des propriétés de ces formules, de ces préparations à longue durée d'action. Donc c'est déjà un produit qu'on connaît très bien. Tout simplement, on le donne, on l'administre d'une façon différente, qui en soit peut améliorer les résultats de traitement pour les patients. Avec le CAM 2038, avec administration hebdomadaire et mensuelle, vous voyez le profil pharmacocinétique qui ressemble beaucoup ou qui est parallèle à la pharmacocinétique de la concentration dans le plasma de la buprenorphine à libération immédiate. À gauche, vous voyez la libération hebdomadaire et à droite, l'administration mensuelle. Alors, il y a des pics qui représentent les variations, les concentrations dans le plasma de la dose quotidienne sublinguale. Et l'air sous la courbe, ce sont les concentrations du plasma des injectables par mois. Et vous voyez qu'il y a en fait un chevauchement, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend la buprenorphine de façon sublinguale et qui passe à l'autre forme, ou bien qui commence avec une injection hebdomadaire, va obtenir des concentrations dans le plasma semblables, mais d'une façon plus régulière. Donc, on peut tirer tous les bénéfices de la buprenorphine d'une façon qui nous permet de l'administrer qu'une seule fois. Lorsque on pense où on en est maintenant avec le COVID-19, on voit les avantages. En particulier, on voit que ceci se passe au Canada, où je travaille aussi pas mal, et aux États-Unis,
nous voyons que l'administration et de voir plutôt la personne pendant une période de temps très brève, avec une administration une fois par mois, leur économise beaucoup de contacts sociaux. Au Canada, par exemple, où la dose observée administrée par les pharmaciens est communément utilisée, eh bien, ça leur évite 30 différents trajets pour aller à la pharmacie sur 30 jours où ils pourraient être en contact avec le COVID-19, parce qu'ils n'y vont qu'une fois par mois. Avec des visites moins fréquentes, ça leur économise, ça leur empêche d'être en rupture de stock, en quelque sorte, chez eux, s'ils ne pouvaient pas sortir ou si quelqu'un ne pouvait pas aller se le procurer pour eux. Donc, il y a beaucoup d'avantages absolument importants pour le moment, en ce moment en particulier, de ce type avec ce type d'administration. Et on sait que ce type de formulation, de préparation, rend possible la conversion facile d'un système vers l'autre, d'une forme d'administration vers l'autre. Dans les études de phase 3 à laquelle j'ai participé, on a pu apporter la preuve de la non-infériorité par rapport à la formulation sous-linguale. Et nous avons pu montrer que les formulations de buprenorphine hebdomadaires et mensuelles étaient aussi bonnes que par la voie sublinguale. Il y avait une supériorité, en fait, en ce qui concerne les fonctions de distribution cumulative, le CDF que vous voyez ici, qui était négatif pendant les semaines 4 à 24, de sorte que les individus qui recevaient cette injection présentaient moins de résultats positifs à l'analyse d'urine. Du point de vue du patient, eh bien, les syndromes de sevrage et le craving sont supprimés lorsque les personnes sont sous CAM 2038. On voit avec les injectables cet effet de façon très nette. On s'y attendrait parce que c'est de la buprenorphine après tout. Et donc, le besoin d'utiliser le produit, d'utiliser la substance est éliminé. Et de même, il n'y a pas le problème de sevrage. Entre les intervalles de dosage, il n'y a pas de phénomène de sevrage. Donc, ça permet une stabilité clinique pendant toute la période entre deux injections. Et en fait, on pourrait dire très simplement qu'avec la buprenorphine injectable de façon hebdomadaire et mensuelle, il est facile de faire débuter quelqu'un au traitement de façon sublinguale avec une dose quotidienne et ensuite de les convertir, de les faire passer à une injection par semaine ou par mois. Et il y a un tableau de conversion qui rend le processus très simple. Ou bien quelqu'un peut être commencé ou débuté sur l'injection hebdomadaire et rester avec une formation hebdomadaire ou bien être converti pour passer à une injection mensuelle. De même, quelqu'un qui voudrait arrêter le traitement ou changer le traitement peut également revenir à une dose quotidienne sublinguale. Donc, il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup de souplesse permettant de passer entre ces différentes formulations. Ceci est important parce qu'au cours de la vie d'une personne et du traitement primaire de la personne, ils auront peut-être besoin ou ils voudront eux-mêmes utiliser un grand nombre de ces systèmes, de ces modes. Donc ça nous permet de personnaliser comme la situation l'impose. Et on va repartir en arrière puisque les diapos n'étaient pas dans le bon sens.
Je vais parler un petit peu de la buprenorphine implantable, si vous le voulez bien. C'est le Sixmonia, comme marque commerciale. Ce sont des implants qui sont placés sous la peau par le biais d'une procédure chirurgicale très simple qui prend moins de 30 minutes, qui est fait soit donc en médecine de ville ou bien à la clinique. Tout le monde connaît tous les contraceptifs implantés. Eh bien, ceci est basé sur les mêmes prémices et la même technologie. Ce sont des petits tubes d'acétate d'un type de plastique et qui a des implants de buprenorphine. Et la libération va durer 6 mois. Donc, cela vous donne des intervalles de dosage soutenus pour des personnes qui ont été stabilisés, qui ont déjà été stabilisés cliniquement par administration sublinguale. Comme je vous l'ai dit, la buprenorphine implantable, c'est à nouveau quelque chose qui n'est pas pour les personnes qui commencent un traitement, mais c'est pour ceux qui ont déjà atteint un équilibre, une stabilité dans le traitement, avec pas plus de 8 mg de buprenorphine sublinguale. C'est un outil de maintien à long terme pour les individus, en particulier lorsque l'on reconnaît la chronicité du traitement, qui peut être un traitement au très long cours et peut-être même indéfini. Ça empêche que les gens se disent « Ah, demain matin, je vais devoir me réveiller. Tous les matins, je me réveille et je dois prendre un comprimé. » Ça leur permet de se lever, de réfléchir au cours de la journée, sans avoir à se dire il faut que je prenne mon médicament ce matin, dès le matin. On trouve également que pendant la période du COVID-19, un grand nombre de médecins essayent d'avoir recours à ces options avec libération à long terme. Parce qu'en particulier, quand les gens sont éloignés de la clinique ou de l'hôpital, on n'a peut-être pas un praticien ou une pharmacie à côté de chez eux. Au Canada, où le traitement, quelquefois, peut être dispensé à des centaines de kilomètres. Cela permet une stabilité médicale et une bonne observance pendant de longues périodes, même lorsque quelqu'un n'a pas un accès facile au traitement. C'est beaucoup plus facile pour que quelqu'un vienne dans la clinique et se voit administrer le produit d'une façon sûre, avec tous les équipements, et puis aussi avec vérification de la température, port de gants, port de masque, etc. En 30 minutes, ils peuvent avoir cet implant qui est posé dans les bras, dans le bras, et pendant 6 mois, il y aura la garantie qu'ils auront accès aux médicaments, que le médicament sera disponible, à la bonne dose au bon moment. Ça réduit le risque de surdosage ou de dépression respiratoire à cause de l'usage d'opioïdes illicites. Il y a donc beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages à ces formulations différentes. Le seul problème avec la buprenorphine implantable, c'est qu'il y a quand même un geste chirurgical. Il doit être implanté, il doit ensuite être enlevé 6 mois après, et il y a donc un risque minimal impliqué dans la procédure elle-même, dans l'intervention elle-même, et possibilité d'extrusion, de migration, de dommages causés aux nerfs. C'est un petit risque, mais c'est quand même un risque reconnu avec l'insertion et l'enlèvement de l'implant, l'explantation de l'implant. Une fois de plus, il est important de reconnaître que toutes les formulations qu'on évoque aujourd'hui, toutes les modes galéniques ont la même efficacité pour résoudre ce besoin urgent d'utiliser un opiacé. Ils savent, quand ils vont avoir ce médicament, qu'ils vont bien se sentir, qu'ils n'ont plus le craving ou le désir d'utiliser les opioïdes. Si un médicament n'arrive pas à les soulager de cette façon,
Alors bien évidemment, on s'attendrait à ce que les personnes arrêtent et rechutent avec peut-être des conséquences létales. La troisième formulation possible, c'est la buprenorphine injectable à dose fixe, à dose unique, sublocate. Il est un petit peu différent que les autres injections à fréquence mensuelle et toutes ces modalités galéniques ont des traitements appropriés, ont leurs patients, leur public cible approprié. Ils ne sont pas tous disponibles dans les mêmes pays, dans les mêmes zones ou régions d'un même pays même. Mais lorsque vous avez accès à toutes ces formes de préparation, ça permet d'individualiser véritablement, de personnaliser le traitement. Donc, c'est important d'avoir accès à différentes options, à des options multiples. Là, c'est un petit peu différent. Là, c'est quelque chose qui utilise une technologie atrogel sous forme liquide avec injection de façon sous-cutanée dans l'abdomen. Et ensuite, c'est un produit qui se solidifie pour former comme un petit nodule qui se dissipe petit à petit pendant un mois, donnant à la personne une concentration dans le plasma constante de la buprenorphine. Donc, ils fonctionnent tous d'une façon à peu près semblable. Alors là, ce n'est pas quelque chose qui est indiqué pour le début de traitement, pour l'initialisation. On voudrait que les personnes utilisent la buprenorphine sublinguale pendant une semaine et ensuite, après ça, ils peuvent être convertis une fois qu'ils sont stabilisés. Mais ceci est possible pour le traitement de maintien au long terme, au long cours. Une fois de plus, c'est quelque chose auquel on fait beaucoup appel aux États-Unis, en particulier pendant la phase de COVID. Ça a été particulièrement utile, particulièrement précieux, parce que l'on a on a une fenêtre pour l'administration. On essaie d'arriver à un état d'équilibre, mais on a quand même une certaine fenêtre où si une personne ne pouvait pas venir pour un rendez-vous, ou bien il y a une catastrophe naturelle, il y a une tempête de neige, il y a une pandémie où la personne doit s'isoler chez elle, ou une élection présidentielle, par exemple, où les choses sont très chaotiques, eh bien, nous avons jusqu'à 45 jours pour administrer la nouvelle dose et maintenir des concentrations constantes dans le plasma. C'est quelque chose que l'on a utilisé un petit peu comme un filet de sécurité, en particulier dans le COVID-19, parce que les personnes peuvent venir, elles peuvent avoir leur injection très rapidement, elles quittent le dispensaire ou la clinique, et après, on peut les aider par la technologie virtuelle, par la télémédecine, mais ça leur fournit quand même une fenêtre de délivrance constante du médicament qui aide à aider cette personne lorsqu'elle n'est pas, le patient, lorsqu'il n'est pas dans le dispensaire, dans la clinique, dans l'hôpital. Une fois de plus, là, je voudrais vous montrer qu'il y a deux dosages possibles du sublocade, 300 mg et 100 mg. 300 mg, la dose de 300 mg est utilisée au départ à l'initialisation pendant 2 mois pour faire sous forme de bolus pour obtenir la concentration dans le plasma. Élever le système et ensuite rester à ce niveau-là. Et ensuite, on passe à 100 mg par jour et on continue comme ça. Pour les individus, qui ne répondent pas de façon adéquate à la dose mensuelle de 100 mg, il y a la possibilité de passer à 300 mg par mois. Ça nous donne une quantité considérable de buprenorphine. Ça occupe beaucoup de récepteurs et nous trouvons que c'est particulièrement utile chez les personnes qui ont utilisé des opioïdes illicites basés sur le fentanyl, en particulier par administration, par injection. On peut donc prendre toutes ces options différentes, les conjuguer de façon différente comme on en a besoin, au fur et à mesure qu'on en a besoin,
Et on peut employer pour arriver à des techniques efficaces pour nos patients. Next slide, please. And actually, you can just go ahead and go forward so these Oui, populate. encore. Diapo suivante, s'il vous plaît. We have a lot of Voilà. Nous avons donc beaucoup de bénéfices à fournir grâce à cela aux prestataires. Bien évidemment, si je fournis et si j'administre le médicament en hôpital et que la personne, l'individu le reçoit, j'ai l'assurance que c'est celui qui devait le recevoir qui a reçu ce traitement, qu'il va avoir la posologie que je voulais lui administrer. Quelquefois, aux États-Unis, un des problèmes, c'est que si l'on fournit 24 mg sublingual de buprenorphine, on ne sait pas si cette personne va prendre véritablement 24 mg par jour. Alors que là, ça nous fournit cette confiance, cette assurance que c'est l'individu qui reçoit la dose qu'on lui avait véritablement attribuée. Ensuite, on est certain qu'il va être observant, adhérent pendant toute la durée du traitement. Avec plusieurs de ces options, comme par exemple les injections hebdomadaires ou mensuelles, il y a des dosages multiples qui permettent la personnalisation du traitement, et permettent également de passer d'une formulation à l'autre, de sorte que le traitement peut être complètement individualisé, complètement personnalisé. Une fois de plus, ces formulations avec administration hebdomadaire ou mensuelle permettent qu'il y ait moins de surveillance, moins de contact avec les personnes. Et lorsque l'on a, en plus de cela, des formulations à 6 mois pour des patients très bien équilibrés, où il y a peu de besoin de management, de prise en charge directe sur le patient à ce moment-là, donc c'est particulièrement approprié. Aux États-Unis, le fait d'avoir des options avec injection mensuelle ou hebdomadaire suit le paradigme des traitements, même avec la dose de l'administration journalière sublinguale. On voit les patients de toute façon, soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Donc là, dans des parties du monde où il y a une observation beaucoup plus resserrée qui a eu lieu, ça permet un petit peu l'expansion du traitement. Et ça permet l'accès à des individus qui n'auraient pas pu participer à un protocole de traitement aussi rigide, par exemple les personnes qui sont éloignées géographiquement, les personnes qui ont un travail ou qui voyagent ou qui ne pourraient pas se rendre à la pharmacie tous les jours pour avoir une administration de la dose. Et ces personnes n'avaient pas eu accès au traitement avant. Donc ça nous permet de prendre le traitement dont nous disposons, de l'adapter aux besoins individuels de la personne, mais aussi d'augmenter l'accès au traitement pour des patients qui normalement ne seraient pas couverts par cette protection, par ce parapluie. Du point de vue des patients, du point de vue des personnes, eh bien, il y a des bénéfices également. L'un d'entre eux également, c'est l'aspect pratique d'une injection ou d'un produit implantable à longue durée d'action. Beaucoup de personnes, au bout d'un moment, voudraient arrêter le traitement. Pas parce qu'ils ont des préoccupations concernant le fait d'être sous buprenorphine pendant longtemps, mais ils se disent que leur style de vie, le style de vie de traitement, ce qui est nécessaire pour rester dans le traitement pendant longtemps n'est plus souhaitable pour eux. Normalement, c'est des personnes qui décrocheraient. Mais si je leur dis, et si je vous donnais une option qui vous permet de maintenir les bénéfices de la buprenorphine que vous recevez, mais vous n'êtes pas obligé et de vous prêter à ce protocole rigoureux de venir, d'avoir un médicament avec administration journalière. Est-ce que ça vous plairait? Alors, la plupart d'entre eux disent oui, ça nous plairait. Du point de vue du style de vie, je crois que ma qualité de vie serait meilleure, ce serait plus facile pour moi. Pour les personnes qui voyagent ou qui veulent partir en vacances,
Ils n'ont pas à s'inquiéter d'emporter avec eux leurs médicaments, ou bien ils n'ont pas de crainte tout d'un coup d'être en rupture de stock, en quelque sorte, de ne plus avoir de médicaments. Ils peuvent donc vivre une vie beaucoup plus normale avec leur famille, avec leur entourage. Ils peuvent voyager grâce à ces produits à libération prolongée. Il n'y a pas de préoccupation selon lesquelles on aura perdu ces médicaments ou on vous les volera, ou bien il n'y a pas de problème de possibilité de mésusage. Il n'y a pas non plus d'exposition ou d'ingestion accidentelle par les enfants à ce médicament. Donc, on est certain que le médicament vraiment a été injecté et qu'il est là. Et avec toutes les études, beaucoup d'études ont montré des bénéfices psychologiques qui vont au-delà de ceux fournis par la buprenorphine quotidienne. Avec les dispositifs implantables, on a vu que le simple passage de passer à une dose journalière vers une dose à longue durée d'action, on a vu des scores de qualité de vie qui ont augmenté de jusqu'à 40%. L'impression de se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, de se sentir plus normal, entre guillemets, était vraiment très attractif pour les individus, pour les personnes, et était significatif, même si les données observées en type de niveau d'énergie, en type de cycle de sommeil, etc. Tout cela n'a pas véritablement changé par rapport à la population saine normale, mais lorsque l'on prend le produit de façon sublinguale, ils ont l'impression qu'ils sont un peu, ils sont pas à plein régime. Mais étant donné qu'il y avait une grosse amélioration psychologique parce qu'il n'y avait plus l'impression en dents de scie causée par la prise quotidienne. Lorsque donc s'éloigner de cette habituation des doses quotidiennes est un avantage considérable pour autrement ça paraît soi-même comme un comportement addictif. Alors, il y a des préoccupations en ce qui concerne la disponibilité des médicaments, en ce qui concerne peut-être une quarantaine obligatoire et tout ça. Tout ceci, toutes ces préoccupations sont rendues tout à fait inutile avec cette administration de la buprenorphine par injection à long terme. Donc, dernière diapo, et après on passera aux questions, si vous le voulez. Pensez aux formulations comme ayant deux caractéristiques possibles. Pendant combien de temps? Quelle est la durée d'intervalle entre deux injections? Entre une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et je peux ensuite choisir des doses individuelles. Est-ce que je veux une flexibilité du dosage? Dans ce cas-là, je peux avoir recours à une administration quotidienne ou bien par semaine ou par mois. Si on a besoin d'une dose élevée pour le maintien, on peut faire appel aux injectables par mois. Si quelqu'un a une dose relativement faible et je suis certain qu'il n'a pas besoin d'une surveillance rapprochée pendant un certain temps, bien évidemment, on peut passer aux 6 mois, à 6 mois d'intervalle et à des implantables. Je ne veux pas donner un implant à 6 mois à quelqu'un qui a besoin d'une dose plus élevée parce qu'il ne sera pas stabilisé, ce ne serait pas approprié, il ne sera pas équilibré. Mais je peux avoir accès à ces autres modalités comme par exemple les injections mensuelles. Si quelqu'un n'a pas besoin de doses supérieures, je n'ai pas besoin de leur donner ces doses supérieures administrées une fois par mois. Je peux passer à des doses plus faibles. Donc, je peux changer l'intervalle de dosage, l'intervalle d'administration et le dosage lui-même. Et donc, pour répondre aux besoins individuels. Et dernière diapo. Donc, pour résumer, on peut dire que nous disposons maintenant de formulations de buprenorphine à longue durée qui sont sans danger et qui sont des ajouts effectifs au paysage général du traitement de la dépendance des opioïdes. Il y a des formulations disponibles permettant un dosage flexible, une individualisation du traitement, une personnalisation du traitement. On peut surmonter certains des problèmes que l'on voit avec la buprenorphine sublinguale.
médical, c'est tout de même la buprenorphine. On a toujours les mêmes bénéfices qui sont conférés, la même efficacité, mais en utilisant la forme galénique à longue durée d'action, on peut fournir des avantages et des bénéfices à la fois aux prestataires, aux soignants et aux individus. Donc, je vous remercie et j'espère qu'on a laissé la place à quelques questions. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation globale, qui est partie des bases et puis jusqu'à l'intérêt des différentes formulations de traitement maintenant. Et je passe le micro au professeur Roland qui va animer la salle. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation. Je trouve qu'il met l'accent sur les nécessités des approches de traitement contemporaines en addictologie, et notamment sur des approches plus flexibles et plus centrées sur les attentes des patients. Et l'analogie, moi, que je trouve avec ces formulations de longue durée d'action de buprenorphine, c'est, toute chose étant égale par ailleurs, à ce qu'on a vu avec les pompes à insuline chez les patients diabétiques. Vous disiez que c'était une maladie chronique et je pense que les aspects de confort et puis les spécificités en fonction des profils de patients sont des choses qui doivent être mieux prises en compte dans nos pratiques. Et c'est vrai que la plupart du temps, on passe trop peu de temps sur quelles sont les attentes spécifiques des patients. Est-ce qu'ils veulent arrêter l'héroïne? Est-ce qu'ils veulent éviter de prendre un traitement tous les jours? Et ça, je pense que c'est vraiment l'évolution des pratiques contemporaines qui va vers ça. Donc, merci pour cette présentation. Peut-être, avant de passer la parole à la salle, j'avais une première question sur l'implant, donc Probufin aux États-Unis. Ah, ok, bon. Juste très rapidement, est-ce que vous confirmez que l'implant est autorisé pour une période maximale d'1 an? En tout cas, je crois qu'en Europe, c'est le cas. Et quel est le rationnel pour cette période maximum, puisque ça oblige des patients stabilisés à revenir sous buprenorphine sublinguale, alors même qu'ils sont en attente de stabilisation? So in Europe, it is 1 year, and that is Europe, c'est 1 an. Et ça, c'est surtout basé sur les études de sécurité et d'efficacité, car la durée de ces études était d'1 an. Il n'y a pas eu de recherche au-delà de la période d'1 an afin de prolonger l'éducation. Au Canada, par exemple, le langage, la formulation dans l'AMM recommande 1 an, mais ne dit pas que pour des personnes stables, le bénéfice d'une utilisation continue peut dépasser le risque. Et la décision d'aller au-delà d'1 an doit être prise par le médecin avec le patient. L'espoir, c'est qu'avec le temps et assez d'études, on pourra élargir cette indication au-delà de la période d'1 an. Nos agences du médicament, à l'époque, n'avaient pas les données pour pouvoir élargir donc cette période. Mais je pense que ça va se faire avec le temps. On s'arrête alors, je suis désolé, pas de questions dans la salle. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation. See you soon. Goodbye. Thank you very much.